Nouvelle édition, nouvelle thématique spécialement aujourd'hui en ce qui concerne les fourchettes d'appel d'offres des banques BCC. Précisément en mars 2024, nous en parlerons, mesdames, messieurs, pour cette édition. Bienvenue à tous. Pour ce faire, nous allons rebondir aussi sur la question de l'urgence de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo au cœur du programme alimentaire mondial. Nous recevrons aussi un invité sur ce plateau qui, lui, nous parlera du projet Transforme. Il s'agira de M. Jean-Luc Moilou. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Au cours du premier trimestre de l'année en cours, les coupures intempestives d'électricité ont entraîné une baisse sensible de la production de cuivre à Kamoa-Kakula. En effet, la compagnie minière canadienne Ivanhoe Mines, grâce à son complexe cuprifière Kamoa-Kakula, a livré 86 203 tonnes de concentré de cuivre au premier trimestre 2024. Un résultat qui dégage une baisse d'environ 8%. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La ruée vers la République démocratique du Congo grâce à son sous-sol richisme estimé à 24 milliards de dollars américains, faisant d'elle le premier producteur mondial de cuivre, devient de plus en plus concrète. Suivant un communiqué publié le 2 avril 2024, la compagnie minière Electra Batterie Matérielle a annoncé un accord avec les groupes luxembourgeois Eurasium Resources Group, lui permettant de s'approvisionner en cobalt congolais d'ici 2026. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le gouvernement japonais a décaissé 2,4 millions de dollars américains pour faire face aux besoins urgents de plus de 6 millions de déplacés de guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces financements devraient permettre d'élargir la portée du programme alimentaire mondial aux personnes les plus exposées au risque, en particulier dans l'est du pays. Plus de détails sur Zoom-Copanet. D'après les dernières statistiques de l'Association de transport aérien international, le volume de fret aérien au titre du mois de février 2024 ont connu une hausse de 22% en glissement annuel chez les transporteurs africains. Il s'agit de la plus forte progression du trafic par région du monde. Cette performance relève la source et est portée par plusieurs facteurs, notamment la hausse de volume intra-africain, l'amélioration de l'indice directeur d'achat de la production manufacturière et celui de nouvelles commandes à l'exportation. Plus de détails sur Zoom-Copanet. C'est l'heure de parler du cours de change actuel en République démocratique du Congo, mais également parler des fourchettes d'appel d'offres des banques BCC pour le mois de mars 2024 avec Judith Unamaka. Restez branchés. Elle est déjà avec nous sur ce plateau et nous la recevons pour le compte des chiffres clés. Judith, bienvenue. Merci. Pour commencer notre échange, on va prendre déjà pour ce début de semaine l'actualisation du taux de change tant à l'officiel qu'au marché parallèle. En nous basant sur le taux de change en RDC, commençons par l'officiel, soit le taux réglementaire, celui fixé par la Banque centrale du Congo, qui change actuellement $1 à 2787 francs, un franc CFA vaut 4,57 centimes et 1 euro se négocie à 3001 francs. Maintenant, prenons l'espace parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Mombélé et dans ce lieu, $1 se négocie à 2750 francs, un franc CFA se change à 4,60 centimes et 1 euro vaut 3002 francs. Poursuivons avec des détails sur les souscriptions de banque, précisément en mars 2024. À combien se sont-elles établies? Lors de la séance d'adjudication en mars 2024, les souscriptions des banques se sont établies à hauteur de 152,0 milliards de francs congolais, portant sur les maturités à 7,28 et 84 jours. Alors toutefois, la Banque centrale avait lancé un appel d'offres de 420,0 milliards de francs congolais repartis à travers les bornes supérieures des fourchettes des titres suivants. Le bon BCC à 7 jours, 300,0 milliards de francs congolais. Bon Banque centrale du Congo à 28 jours, 100,0 milliards de francs congolais. Et les bons BCC à 84 jours à 20,0 milliards de francs congolais. On va finir avec cette question, Namaka. Que dire ou que retenir de l'encours des bons BCC au cours de cette échéance et comment s'est-il réparti? L'encours de bons de la Banque centrale du Congo est passé de 220,0 milliards de francs congolais à 152,0 milliards, traduisant une injection hebdomadaire de 28,0 milliards de francs congolais. Cet encours est reparti de la manière suivante, 132,0 milliards de francs congolais pour une maturité à 7 jours,
45,0 milliards pour celles à 28 jours et 15,0 milliards de francs congolais pour celles à 84 jours. Notons qu'en mars 2024, les charges des banques de la Banque centrale du Congo ont atteint 12 828,41 millions de francs congolais. Notons qu'il convient de relever que, bien que cet encours évolue en dents de scie au cours de cette échéance, la tendance baissière cyclique de l'encours devrait se dessiner à l'approche de la grande échéance fiscale. C'était les précisions chiffrées avec vous, Namaka. Merci à vous de nous les avoir apportées. Merci à vous, c'était un plaisir. Parlons à présent de cette urgence de l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo qui se retrouve au cœur du programme alimentaire mondial. Deborah Muzinga nous en parle pour le compte du dossier. Prenons notre intervenante du dossier du jour. Il s'agit de Deborah. Bienvenue à vous. Merci Judith. Aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement à la situation à l'est du pays puisque ça nous affecte aussi en ce qui concerne l'insécurité alimentaire qui a touché comme ça plus ou moins 40% de la population congolaise. Qu'en est-il donc du pourcentage des enfants, pour commencer, qui sont touchés et quelle est la tranche d'âge exactement? Alors, la malnutrition en République démocratique du Congo, pour ce qui est des enfants, concerne comme ça 4,8%. Et c'est dans la tranche d'âge des enfants qui varie entre 0 à 5 ans, soit une affaire de 9,2 millions d'enfants. Voilà pourquoi le programme alimentaire mondial se mobilise comme ça pour prendre en charge au moins 148 000 enfants dans certaines provinces. Et il s'est dit que d'ailleurs l'objectif final est comme ça d'atteindre une affaire de 6 000 enfants pour l'étendue de 2024. Déborah, vous avez évoqué ce chiffre, 9,2 millions d'enfants qui sont touchés par cette malnutrition. C'est un chiffre assez costaud. Quelles sont donc les retombées sur l'économie du pays? Alors, c'est basant sur l'étude faite par l'UNICEF. L'on peut dire que la malnutrition comme ça a un impact dévastateur sur la croissance économique et celle-ci perpétue comme ça la pauvreté à travers des pertes directes de productivité, mais aussi des coûts de soins de santé accrus et également des déficiences cognitives. Alors, à l'est du pays, on peut parler de cette insécurité provenant comme ça de la guerre, mais sur toute l'étendue, qu'est-ce qui est à la base précise de cette insécurité aiguë? Les facteurs qui occasionnent l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo sont entre autres le manque d'infrastructures de transport et de communication, le faible accès au marché et au prix élevé de la nourriture, mais également la pauvreté généralisée, les conflits et les différents déplacements des populations. Alors, s'il faut parler en termes de chiffres encore, avant de se quitter, Déborah, quel est le coût économique pouvant aider à régler cette situation ou encore à pallier à cette situation difficile ici en République démocratique du Congo? Disons que 1172 milliards de dollars américains par an est le coût comme ça estimé pouvant aider à pallier cette situation de malnutrition en République démocratique du Congo. Mais il importe quand même de signaler que le nombre de personnes ayant comme ça besoin d'une assistance alimentaire devrait passer de 6,4 millions à 8,4 millions en 2024 sur toute l'étendue du pays. Mais il faut quand même signaler qu'il y a de cela quelques temps, d'après le communiqué qui a été publié le jeudi 4 avril dernier, le programme alimentaire mondial a fait savoir qu'il a reçu de la part du gouvernement japonais 2 enveloppes totalisant comme ça une affaire de 10,4 millions de dollars pour pouvoir aussi aider pour pallier à cette situation. Merci à vous Déborah, c'est par ici que prend fin notre échange. J'espère vous retrouver prochainement avec un autre dossier sur table. C'est à moi de vous remercier Judith. Juste après elle, nous allons recevoir un invité sur ce plateau qui nous parlera du projet Transforme avec plus de détails. Restez branchés, vous en saurez plus. Un invité sur ce plateau tel qu'annoncé, il est déjà avec nous, Monsieur Jean-Luc Moilou. Bienvenue à vous. Merci madame. Alors nous vous recevons aujourd'hui en tant que spécialiste de communication à l'unité de coordination du projet Transforme, ce projet même dont nous allons parler en long et en large. Et pour commencer, on rappelle que ce projet est un projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et de mise à niveau de petites et moyennes entreprises et pour la transformation comme ça économique de l'emploi en République démocratique du Congo. Alors toujours dans le cadre de ce projet, vous avez comme ça bouclé la préparation du répertoire national de sûreté mobilière. J'aimerais que vous puissiez nous en parler pour commencer. Merci madame, merci à Zoom Eco Live. En fait, le répertoire national de sûreté mobilière, c'est une innovation que le gouvernement est en train de mettre en place pour faciliter l'accès au financement pour les entrepreneurs gagne-petits qui souvent n'ont pas
des garanties immobilières ou foncières importantes à présenter au niveau des banques et des institutions financières. Okay. En fait, c'est un instrument qui va réunir dans une plateforme l'ensemble des registres mobiliers qui existent, ou les registres des sûretés mobilières qui existent au niveau sectoriel, que ce soit au niveau du ministère des Transports, au niveau de la DGI, au niveau même du RCCM et des services sectoriels. Donc tout ça est en train d'être intégré et l'information sera rendue publique et accessible pour tous les opérateurs du secteur financier, de sorte que lorsque une petite entreprise ou une moyenne entreprise veut solliciter un crédit en présentant comme garantie des biens meubles, que l'opérateur financier soit à l'aise et puisse consulter l'information sur la plateforme, de sorte à s'assurer que la garantie est bien disponible et qu'elle n'a pas été déjà grévée auprès d'une autre institution financière. Alors, s'il faut parler avec vous comme ça de façon plus claire et précise, de quelle façon le répertoire national donc, de sûreté mobilière va-t-il permettre ou encore augmenter l'inclusion financière voulue par le gouvernement pour les petites et moyennes entreprises, des femmes entrepreneurs ici dans le pays? Merci madame. Le répertoire, en fait, au-delà du répertoire qui n'est qu'une base de données, la réforme la plus importante ici, c'est d'insister sur le fait que aujourd'hui, dans notre économie, sur le marché financier, il existe, comme je l'ai dit, des registres de sûreté mobilière. Mais ce sont des registres limités à chaque secteur. Donc si aujourd'hui, je me présente auprès d'une banque pour solliciter un crédit et que je suis une petite entreprise, j'ai pris mon véhicule pour le présenter comme gage, l'institution financière peut vérifier au niveau de la DGI, au service d'immatriculation, pour s'assurer que ce véhicule m'appartient. Vous connaissez les services d'immatriculation qui relèvent de la DGI. Mais la facilité que le répertoire va apporter aujourd'hui, c'est de pouvoir intégrer non seulement le registre des véhicules, c'est des registres des bateaux, des avions et de toutes sortes des sûretés mobilières qui feront que, quelle que soit l'institution, le professionnel bien évidemment, qui va être sollicité pour donner les crédits, qu'elle s'assure que le bien que je lui présente comme garantie n'est pas déjà hypothéqué ailleurs. Alors, et cela, pardon, vous avez demandé l'opérationnalisation. Il y a deux parties. Il y a une partie informatique qui va réunir en fait toutes les informations de différents registres. Et puis, il y a bien entendu le texte réglementaire. Ici, nous parlons d'un décret qui va être signé par le Premier ministre pour opérationnaliser ce registre en intégrant, ou plutôt les répertoires en intégrant les différents registres mobiliers qui existent. Alors, vous entendre parler, on sait sentir et voir la touche particulière de ce projet. Et quelle est donc la nécessité aujourd'hui précisément dans le pays, comme la République démocratique du Congo, de se doter justement d'un répertoire de sûreté? Ici, depuis 2016, le gouvernement congolais ou la République s'est doté d'une stratégie nationale de développement des PME pour introduire davantage les petites et moyennes entreprises dans l'animation de l'économie. De cette stratégie nationale, nous avons un programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo et à côté, nous avons plusieurs instruments qui prennent en compte l'ensemble des problématiques que rencontrent comme contraintes les pratiquants des affaires au niveau des PME, c'est-à-dire la problématique du financement, la problématique de la formation ou de la capacitation en termes des savoirs entreprendre, la problématique de l'accès au marché, la problématique également de l'environnement des affaires en général. Donc, cette activité vient s'insérer dans l'ensemble de cette vision. J'ai parlé de la vision du chef de l'État. Il l'a encore appelé le 20 janvier lors de l'investiture pour le second mandat. Il place l'entrepreneuriat au cœur de sa politique économique, la promotion de l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi cette réforme vient faciliter l'accès au financement en simplifiant en fait la présentation des sûretés pour assurer bien évidemment les banques et les institutions de microcrédit. Alors, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On va finir déjà avec cette petite parenthèse. Le projet Transform, où en sommes-nous actuellement et à quoi s'attendre au-delà de tout ce dont vous avez évoqué?
Voilà, le projet Transform a été lancé officiellement. Ces activités ont été lancées le 6 mars 2023 à partir de la ville de Mbuji-Mayi et depuis lors, nous sommes très avancés. Vous savez que ce projet intervient sur 3 axes majeurs. Il y a l'axe d'intervention en faveur des PME, il y a l'axe d'intervention en faveur du marché financier et il y a l'axe d'intervention en faveur du renforcement de l'écosystème entrepreneurial. Sur l'axe qui concerne l'intervention auprès des PME et des entrepreneurs, nous sommes actuellement en pleine activité des sensibilisations, identification et enregistrement des femmes micro-entrepreneurs. Okay. C'est une activité qui a été lancée par le ministre de l'Entrepreneuriat depuis le 15 février dernier et qui va se poursuivre jusqu'au 15 mai dans les 7 villes du projet Transform. Okay. Sur le plan de l'inclusion financière et de l'amélioration de l'accès au financement, il y a eu déjà un certain nombre de réformes que le projet soutient, que ce soit au niveau de la Banque centrale, au niveau de la CNRF, pour améliorer l'image du pays auprès des institutions financières internationales. Il y a également le soutien que nous apportons à l'association des COPEC, et à l'association des institutions des microfinances. Mais il y a également un travail important qui est en train de se faire avec l'introduction du nouvel instrument d'appréciation et d'évaluation de la fréquentabilité du pays en termes de climat des affaires qu'on appelle BIREDI. C'est un instrument de la Banque mondiale qui a remplacé ce qu'on appelait hier le Doing Business. Eh bien, le projet Transform accompagne également des réformes allant dans le sens d'améliorer le climat des affaires en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, ce projet s'exerce dans 7 villes, comme je l'ai dit. Il y a dans le pôle ouest Kinshasa-Matadi, le pôle centre Mbuji-Mayi et Kananga et le pôle est Bukavu, Goma et Bunia. Merci à vous, Monsieur Jean-Luc Moalou. Je vous reçois aujourd'hui. Je le rappelle que vous êtes spécialiste en communication de l'unité de coordination du projet Transform. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. Merci à Zoom Eco Live et à tous vos téléspectateurs. Tout ce qu'il faut savoir sur l'évolution de la dette publique en République démocratique du Congo, c'est dans la chronique du jour que nous présente Patrick Bomboka. Suivez l'édito. Bonjour. Entre 2019 et 2023, soit une longue période de 5 ans, l'encours de la dette publique de la République démocratique du Congo a accru de 4,4 milliards de dollars pour atteindre un volume total de 10 milliards de dollars américains. Et déjà en 2019, l'encours était de 5,6 milliards de dollars américains. Pour les autorités congolaises, les ressources de la dette ont financé et financent encore des projets divers porteurs de croissance, aussi bien dans les secteurs de l'éducation, de la santé ou encore des infrastructures. Est-ce que la République démocratique du Congo devrait-elle poursuivre son endettement à ces rythmes? Eh bien, ayant un produit intérieur brut d'environ 70 milliards de dollars américains et des défis de développement énormes, la République démocratique du Congo, selon plusieurs experts, ne peut s'empêcher de recourir à la dette pour des investissements porteurs de croissance inclusive et durable. Ici, 3 vérités sont avancées pour expliquer l'évolution de la dette publique du pays. Premièrement, le ratio dette-PIB est à 17%, une proportion encore très largement inférieure à la moyenne africaine de 20% et à la limite tolérée sous les continents noirs, soit 70%. Deuxièmement, l'analyse de ratio de la dette indique que la République démocratique du Congo est l'un des pays les moins endettés au monde. Et puis enfin, la capacité de remboursement est beaucoup plus grande et s'agrandira davantage avec l'accroissement du PIB et du budget en ressources propres, ainsi que l'accumulation des effets de la croissance qui est en cours. En Afrique, le gouvernement ressent le poids de l'augmentation des coûts d'emprunt, car la dette publique représentait près de 60% de la dette extérieure totale de la région en 2022. Notez bien que 19 pays, dont le Ghana et la Zambie, sont déjà en situation de surendettement,
c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure de faire face à leurs obligations financières ou présentent un risque élevé de surendettement. Le Kenya frôle même la détresse financière après une augmentation constante de sa dette, atteignant 70% du PIB. Il y a lieu de prendre en compte un autre exemple, celui de l'Afrique du Sud, confrontée également à une dette publique élevée qui a presque doublé au cours de la dernière décennie et présente actuellement 74% du PIB. Sur la problématique de la dette publique, le Fonds monétaire international estime que les pays d'Afrique subsaharienne, avec un ratio médian, doivent augmenter leurs dépenses d'au moins 20% pour atteindre les objectifs de développement durable en matière de santé, d'éducation et d'infrastructures d'ici 2030. Merci de nous avoir suivis. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est déjà la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'être nombreux à toujours nous choisir pour nous informer. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir sur Zoomeco Live. Au revoir et à très vite.